Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La solution qui simplifie la gestion financière des PME et des indépendants. Alexandre Pro, CEO et cofondateur de Conto à Paris. On a vu quand on s'est lancé donc sur Conto en 2016-2017 qu'il y avait beaucoup d'innovations pour les particuliers, innovation fintech, pas mal d'innovations pour les grandes entreprises qui ont des services dédiés sur mesure, etc. En revanche, pour toutes les TPE-PME, qui constituent 99% des entreprises, elles sont un peu oubliées, c'était un peu les oubliées de la révolution fintech, un peu la cinquième roue du carrosse, entre guillemets. Et donc on s'est dit, c'est justement à elles qu'on veut se consacrer. Et pour bien traiter les TPE-PME, il faut faire un service qui ne fait que s'adresser aux TPE-PME. Et c'est pour ça que depuis le début, on est focalisé sur ce segment. On ne veut pas et on ne va pas ouvrir de compte pour des particuliers. Et on se dit que pour bien servir ces TPE-PME, il faut vraiment se focaliser. Donc c'est ce qu'on fait depuis maintenant 4 ans. Alexandre nous présente Conto, une néobanque pour les PME et les indépendants qu'il a cofondée. Cette scale-up s'appuie sur des interfaces fluides, offre un service réactif, efficace et disponible, ainsi qu'une transparence totale dans les tarifs. Ce sont désormais 120 000 sociétés servies sur 4 pays en Europe qui donnent à la FinTech un Net Promoter Score de 70. Les thèmes abordés dans cet épisode sont l'attraction de la clientèle de Conto, la construction des services avec une internalisation progressive de certaines activités et le développement de son propre core banking system. Mais il est avant tout question de l'extraordinaire agilité de cette jeune société. Alexandre prend du temps pour parcourir avec nous l'offre Conto Connect en soulignant différents partenariats noués avec des acteurs fintech, mais également des établissements financiers majeurs comme AXA, permettant ainsi de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients, mal servis par les banques traditionnelles. Dernier point et non des moindres, nous découvrons les investisseurs qui soutiennent Conto, Valar, Alven, Tencent, DST ou encore la BEI, et ce qui a motivé Alexandre et son cofondateur à faire rentrer au capital ces fonds venus de l'autre bout du monde. C'est absolument fascinant. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Bonjour Solène. Alors, je suis ravie et super intéressée d'avoir cette discussion sur Conto avec toi aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci pour l'invitation. Alors, Conto, vous avez une trajectoire de dingue en à peine 4 ans. J'ai envie que tu nous racontes ça dans les moindres détails. Mais avant tout, est-ce que je peux te demander de te présenter à nos auditeurs, et je salue ceux qui nous écoutent au Canada? Je salue aussi ceux qui nous écoutent au Canada, du coup. Alexandre Pro, cofondateur et CEO de Conto. Conto, c'est une néobanque pour TPE, PME indépendants européennes, présente aujourd'hui dans 4 pays, France, Allemagne, Italie et Espagne, qu'on a créé il y a effectivement à peu près 4 ans avec mon associé Steve Hanavi. Et la raison pour laquelle on a créé Conto, c'est qu'on avait monté une première boîte ensemble dans un secteur assez différent, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, on a dû ouvrir un compte en banque, créer notre société, gérer nos salariés, gérer nos fournisseurs, la comptabilité, etc. Et malheureusement, on s'est un peu arraché les cheveux avec les outils, les services et la tarification que proposaient les banques traditionnelles. Et donc, quand notre précédente entreprise a été rachetée, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? On était content de bosser ensemble donc avec Steve, et on s'est dit où est-ce qu'on a vu vraiment des choses qui fonctionnaient pas bien et qu'on aimerait améliorer. C'est dans tout ce qui touchait à la banque, la finance, l'assurance aussi. On avait regardé la comptabilité, et puis donc c'est comme ça qu'on s'est lancé avec Conto, et que depuis 4 ans, on essaie de simplifier au maximum le quotidien financier des TPE, PME européennes. Super. C'était quoi le nom de la boîte que vous aviez créée ensemble avant? Smokyo. C'était la première cigarette électronique intelligente et connectée, qui était donc un outil d'aide au sevrage tabagique, qui permettait de suivre sa consommation de nicotine sur son smartphone et d'avoir, avec des outils de gamification, de pouvoir bloquer ou réduire sa consommation de nicotine, donc avec une cigarette électronique, dans le but de complètement arrêter de fumer et de vapoter, puisque c'est le terme consacré. On a monté ça en 2013 et la société a été rachetée en 2015-16, donc juste avant qu'on se consacre à Conto. Donc rien à voir. Rien à voir. Ok. Alors écoute, c'est vraiment chouette que tu aies accepté de me parler, parce que voilà, Conto, c'est quand même un des acteurs inévitables dans le paysage fintech en Europe. Vous êtes membre du Next 40 et une des 11 licornes françaises.
Alors, il y a pas Je mal t'interromps, d'éléments. on n'est pas encore licorne. Non, c'est pas vrai. J'espère qu'on le sera bientôt. Mais mon honnêteté intellectuelle me pousse à te dire qu'on n'est pas encore Tu licorne. vois, je vous vois déjà là-haut. Ok, donc voilà, il y a plusieurs éléments que j'aimerais qu'on aborde avec toi. C'est d'une part, voilà, avoir une idée du paysage justement de ces néobanques qui servent les PME, TPE, PME en Europe. Conto, bien entendu, avec l'internationalisation de vos services. Ce que j'aimerais comprendre pour commencer, c'est, parce que maintenant vous servez, si tu me dis si les chiffres ont changé, mais j'avais en tête 120 000 entreprises. Tout à fait. Avec juste 250 employés, donc assez incroyable. Oui, 300 maintenant, effectivement. Alors, pourquoi vous êtes attaqué à ce business des TPE et des indépendants ? Vraiment pour une raison simple, comme je te disais il y a quelques minutes, c'est qu'on a vécu nous-mêmes avec Steve, donc mon associé, la frustration des petites entreprises pour ce qui est de leurs services financiers, leurs services bancaires. Et on voit en tout cas, on a vu quand on s'est lancé donc sur Conto en 2016-2017, qu'il y avait beaucoup d'innovations pour les particuliers, innovation fintech, pas mal d'innovations pour les grandes entreprises qui ont des services dédiés sur mesure, etc. En revanche, pour toutes les TPE-PME, qui constituent 99% des entreprises, elles sont un peu oubliées. Elles étaient un peu les oubliées de la révolution fintech, un peu la cinquième roue du carrosse, entre guillemets. Et donc, on s'est dit, c'est justement à elles qu'on veut se consacrer. Et pour bien traiter les TPE-PME, il faut faire un service qui ne fait que s'adresser aux TPE-PME. Et c'est pour ça que depuis le début, on est focalisé sur ce segment. On ne veut pas et on ne va pas ouvrir de compte pour des particuliers. Et on se dit que pour bien servir ces TPE-PME, il faut vraiment se focaliser. Donc, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 4 ans. Alors, dans les services auxquels tu fais référence, parce que vous avez quand même une palette de services, on y reviendra un peu plus tard, c'était quoi les points les plus critiques que vous aviez identifiés il y a 4 ans et que vous vouliez résoudre en tout premier ? En fait, c'est toujours le même cocktail, entre guillemets, depuis 3-4 ans maintenant. Trois éléments. Le premier élément, c'est des applications fluides. Donc, application, ça veut dire application web et application mobile. Deuxième élément, c'est un support extrêmement efficace et réactif, avec des horaires d'ouverture larges, des plages. Donc, en l'occurrence, nous, c'est 7 jours sur 7, on répond en 15 minutes, etc. Donc, c'est évidemment très, très important et très différent de ce que peuvent faire les banques traditionnelles. Et puis, le troisième élément, c'est la transparence et la fairness, pour utiliser un anglicisme, des tarifs. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on comprend, c'est 9, 29, 99 euros. Alors, on trouve ça cher ou pas cher, à la limite, c'est un autre débat, mais au moins, c'est clair, c'est transparent, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de commission de mouvement, etc. Et donc, ces 3 éléments sont très, très différents de ce qu'on peut voir avec les banques traditionnelles. Et en fait, ça paraît simple de le dire comme ça, mais c'est évidemment très, très important. Juste peut-être pour donner quelques exemples, mais il y a 3-4 ans, quand on s'est lancé, beaucoup de banques traditionnelles n'avaient pas d'application mobile pour leur segment TPE-PME. Donc, on a toujours la vision en tant que particulier, mais en fait, pour les TPE-PME, il y avait pas grand-chose, voire rien du tout. Deuxième élément, les TPE-PME, souvent, elles avaient un conseiller attitré, ce qui a certains avantages, mais ce qui a surtout beaucoup d'inconvénients, qui est que quand le conseiller n'est pas disponible, ce qui arrive souvent, qu'il soit en vacances, absent, en formation, etc., etc. En fait, il n'y a personne qui répond. Et puis, ce personne ne répond, ça peut durer quelques jours, voire quelques semaines. Donc ça, c'était une grande source de frustration. Et puis, le dernier élément, c'est sur la partie tarifaire. Il y avait des éléments de tarifs qu'on ne comprenait pas. On voyait des lignes sur notre relevé qu'on ne comprenait pas. Et puis, même quand on demandait à notre conseiller de l'époque, on n'avait pas forcément beaucoup. Il ne comprenait pas non plus. Et voilà, donc c'est tout ça mis bout à bout qui peut créer des frustrations, pour pas dire plus. Et du coup, beaucoup des entreprises qui nous ont rejoints, donc plus de 120 000 comme tu le disais, sont dans la même situation que ce qu'on avait vécu nous en tant qu'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'en fait, elles trouvent que le service, la satisfaction qu'elles ont avec leur banque traditionnelle n'est pas du tout au niveau de ce qu'elles attendent, sachant qu'en plus, on parle de professionnels, donc par définition, ils s'attendent à un niveau de service, un niveau de
efficacité professionnelle avec les tarifs qui vont avec. Et donc, c'est ça qui engendre une grande traction, une grande attractivité de Conto. Donc, en fait, on fait, entre guillemets, rien de très compliqué, mais en fait, le faire bien, c'est compliqué en soi. C'est-à-dire faire un très bon service avec des applications fluides, pouvoir ouvrir son compte en 10 minutes, 100% en ligne, pouvoir faire son dépôt de capital social quand on crée sa société 100% en ligne aussi. Ça, on a été les premiers à le proposer en France. On a déjà accompagné plus de 35 000 entreprises qui se sont créées. Donc ça, c'était très innovant, très novateur. Sur la partie service, avoir un support client ouvert 7 jours sur 7, répondre en 15 minutes en moyenne, etc. Tout ça, c'est des éléments évidemment très, très importants. Et encore une fois, encore plus probablement quand on est un professionnel. Et puis, la transparence tarifaire qui paraît évidente. Quand on le dit comme ça, on se dit bah oui, c'est évident d'être transparent sur les tarifs, mais en fait, c'est pas forcément ce qui s'est fait depuis quelques années ou quelques décennies même dans les banques traditionnelles pour plein de raisons. Et donc nous, c'est ça qui fait notre force aujourd'hui, et c'est du travail au quotidien pour continuer à avoir ces éléments-là, parce que évidemment, un très bon support client pour 1000 clients. C'est assez facile. Un très bon support client pour 120 000 clients en 5 langues, etc., c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, le scale, comme on dit, c'est là où c'est évidemment un challenge, c'est d'arriver à répliquer, voire même à améliorer le service tout en continuant la très forte croissance de l'entreprise. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que tu disais au niveau des comparateurs de prix. J'invite tous les auditeurs à aller voir les comparateurs de prix de Conto sur le site. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu ça. Sur votre site internet, vous avez des comparateurs avec des banques traditionnelles et des compétiteurs. Et c'est assez incroyable en termes de radical transparency. Vous donnez vraiment tous les détails, toute la comparaison des tarifs. C'est assez épatant. Alors, moi, il y a un des points qui m'intéressait, parce on en parle beaucoup des néobanques. Comment est-ce qu'on parvient, parce qu'il y a 4 ans, vous n'existiez pas, comment est-ce que vous êtes parvenu à générer autant de traction? Alors, outre le fait que le produit est très qualitatif et que le bouche à oreille fonctionne très bien, comment est-ce que vous êtes parvenu à acquérir aussi rapidement autant de clients? Je pense que la réponse est dans ta question, mais non, au sens où c'est vrai que la satisfaction globalement est très très forte. Le NPS, le Net Promoter Score de Conto aujourd'hui, c'est à peu près 70. On est un tout petit peu en dessous de 70 et on vise d'être au-dessus de 75. Donc on a encore un peu de travail. Et puis je suppose que quand on sera 75, on visera 80. Mais donc voilà, la satisfaction est globalement très forte. Quand on compare à des banques traditionnelles, pour lesquels le NPS est plutôt aux alentours de 0. Donc, on a autant de promoteurs que de détracteurs, comme on dit dans le jargon, dans les banques traditionnelles. Et donc, ça, en soi, c'est une énorme différence qui fait que quand on a essayé Conto, en général, on en est très content. Et donc, en général, on recommande beaucoup Conto autour de soi. Et puis les entrepreneurs ayant des clients, des fournisseurs, des collègues, des partenaires aussi entrepreneurs, le bouche à oreille est globalement très positif, à la fois pour les entreprises existantes qui en ont marre pour telle ou telle raison de leur banque traditionnelle, soit les tarifs, soit le service client, soit l'ergonomie des outils, soit un mix de tout ça, ou bien les entreprises qui se créent et qui se disent moi je suis en train de lancer mon entreprise, il y a eu encore plus de 800 000 créations d'entreprises l'année dernière en France, je suis en train de créer mon entreprise, j'ai envie d'un outil simple, rapide, efficace qui me facilite la vie. Et ces entrepreneurs vont en général aller sur des blogs, des forums, se renseigner un peu sur Internet, peut-être des comparateurs de prix, et souvent voir que la meilleure option, en tout cas une des meilleures options pour eux, c'est probablement Conto. Et donc ce bouche à oreille et cette satisfaction de nos clients existants, évidemment, est le point de départ, et ensuite un espèce d'effet boule de neige, on va dire, qui fait que le nombre de clients grandit au fur et à mesure qu'on arrive à maintenir cette qualité de service, voire à l'améliorer tout en scalant. Après, on a bien développé, je pense, ces 3-4 dernières années, du coup, l'offre de service, en rajoutant des fonctionnalités, en rajoutant des intégrations, on en parlera peut-être après. Oui, tout à fait. Mais donc, le produit scale aussi, c'est-à-dire qu'on offre plus de services, on offre plus de choses, on facilite encore plus la vie de nos clients aujourd'hui que ce qu'on proposait il y a 3-4 ans, évidemment. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que au-delà de la France, on a maintenant on couvre 3 autres pays, donc Allemagne, Italie, Espagne, et donc on s'étend aussi en Europe. Et donc notre augmentation du nombre de clients, elle est aussi liée à notre augmentation, enfin notre élargissement, on va dire géographique. Oui.
Et puis le dernier point, c'est que au-delà évidemment de la grande satisfaction de nos clients et le bouche à oreille, on va dire gratuit entre guillemets, on fait aussi de la publicité pour se faire connaître, puisque il y a encore beaucoup de gens malheureusement qui connaissent pas Conto. Et donc voilà, on a fait en octobre-novembre dernier une première campagne de publicité à la radio. On est en ce moment même en train de faire une première campagne de publicité à la télévision en France. Et ensuite, on déclinera probablement dans les autres pays européens dans lesquels on est présent. Et donc, c'est aussi des investissements en marketing pour se faire connaître. Mais ces investissements n'ont du sens, effectivement, que si la satisfaction client, elle est là et que les clients voient bien qu'au fur et à mesure de notre croissance, on prend en compte leur feedback, leurs demandes. Et en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est quand les clients voient que non seulement aujourd'hui, ce qu'on fait, ça correspond bien à leurs besoins, à leurs demandes, mais aussi qu'ils voient bien que toutes les semaines, tous les mois, il y a des améliorations, des innovations qui leur facilitent encore plus la vie. Tout à fait. Écoute, merci, c'est très clair. Alors, on va juste reprendre ce que tu disais sur l'Europe parce que, alors moi, j'ai mon image de banquière, hein, donc j'ai cette image de la banque plus traditionnelle qui est très différente d'un pays à l'autre. Le paysage bancaire français est très différent, par exemple, du paysage bancaire allemand. Comment est-ce que vous parvenez à adresser les besoins spécifiques de ces marchés-là ? Alors, nous, dès le départ, on est parti entre guillemets d'une page blanche et on n'a justement pas voulu trop se laisser influencer par l'existant et par l'idée que chaque pays était différent, que la banque c'était un sujet très compliqué, etc., etc. Même si c'est pas complètement faux, mais et donc en fait on est plutôt parti du principe que il y a énormément de services aujourd'hui qui sont globaux. Évidemment, du fait de la réglementation, nous, on ne s'est pas dit global dans un premier temps, mais en tout cas européen. Et donc, en fait, dans les 4 pays dans lesquels on est, France, Allemagne, Italie, Espagne, parce que ce sont des pays de l'Union européenne et donc que notre agrément d'établissement de paiement il est valable dans ces 4 pays, parce que ce sont des pays de la zone euro et donc on parle de la même monnaie, parce que ce sont aussi des pays de la zone CEPA et donc techniquement, l'infrastructure, on va dire, paiement est la même. Pour toutes ces raisons-là, on s'est dit en fait, ce que veulent nos clients en Allemagne, en Italie, en Espagne et en France, en fait, c'est exactement la même chose. Ils veulent un produit fluide, un super support client et des tarifs clairs et fairs, quoi, et honnêtes. Et en fait, ça, il n'y a pas besoin d'être allemand, français ou italien pour le vouloir. En fait, tout le monde veut la même chose. Exactement comme quand on regarde Netflix, j'en sais rien, quand on utilise un autre service, en fait, il n'y a pas de très grosse différence entre des Allemands, des Italiens, des Espagnols. Alors évidemment, il y a des petites différences culturelles quelquefois qui peuvent changer 2-3 choses. Typiquement en France, on propose l'encaissement de chèques parce que le chèque est encore très utilisé en France. On le fait pas en Allemagne, en Italie et en Espagne parce que c'est un moyen de paiement beaucoup moins utilisé, mais 80-90% de notre produit, il est le même. Les tarifs d'ailleurs sont les mêmes, par exemple. Et évidemment, c'est l'objectif. Enfin, c'est à la fois l'objectif, le moyen et le but, si je puis dire. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens pour nous d'aller faire des produits très très différents d'un pays à l'autre, parce que justement notre objectif c'est d'avoir un produit qui scale et qui a des synergies d'un pays à l'autre, mais on voit bien aussi que ça fonctionne, c'est-à-dire en fait le forfait, les intégrations, faciliter la comptabilité, faciliter les notes de frais, etc., c'est pas des sujets français ou allemands. Non, tout le monde veut faire ça. C'est très intéressant, justement, pour quelqu'un qui vient pas de ce milieu-là, de voir qu'en fait, vous êtes complètement centré sur les besoins du client et qu'en effet, ces clients ont exactement les mêmes besoins d'un pays à l'autre. Alors, je te remercie beaucoup pour cette grosse intro sur Conto. Alors, un des éléments qui m'intéressait également, c'était les éléments réglementaires. Je suis désolée pour les auditeurs, je reviens toujours sur ce sujet-là, mais c'est très intéressant parce que vous avez une approche en différentes étapes, avec un agrément, je dirais, léger au départ, puis vous êtes allé chercher un agrément d'établissement de paiement un peu plus tard, et là, vous êtes en train d'aller chercher un agrément, donc le Graal de l'établissement de crédit. Quelle est la logique derrière ? Pourquoi vous êtes allé en différentes étapes ? Je pense connaître la réponse, mais j'aimerais avoir ton opinion sur le sujet. Et un autre élément que j'aimerais que tu précises, c'est d'un point de vue culturel, puisque l'établissement de crédit, c'est une structure beaucoup plus lourde à mettre en place d'un point de vue réglementaire. Et justement, comment tu accompagnes la culture de la société pour qu'elle s'adapte à cette nouvelle, je dirais, ce nouveau carcan réglementaire ?
Mhm. La réponse, elle est vraiment dans ce dont on discutait il y a 2-3 minutes, c'est-à-dire que nous, on part toujours du client et notre objectif, c'est de s'assurer que ce qu'on fait, ça va bien améliorer la satisfaction des clients dans un laps de temps le plus court possible. C'est-à-dire que, en gros, nos clients, ils ont envie d'avoir un service qui les aide au quotidien, qui leur apporte telle ou telle fonctionnalité, etc. Mais ils ont envie plutôt de l'avoir dans demain matin, j'allais dire, que dans 3 ans, quoi. Pour vraiment être très simpliste. Et du coup, quand on s'est lancé il y a effectivement 3 ans et demi, 4 ans, on s'est dit de manière très pragmatique, en fait, on veut se lancer vite. Vite, pourquoi? Vite pour nos clients ou nos clients potentiels pour leur apporter rapidement une solution et donc leur résoudre leurs problèmes, en tout cas une partie de leurs problèmes rapidement. Et le deuxième élément, c'est que d'un point de vue entreprise, d'un point de vue donc entrepreneur pour nous, on a envie de pouvoir être sur le marché rapidement pour pouvoir s'assurer qu'on répond à un vrai besoin, se confronter au feedback du marché rapidement et du coup améliorer notre service, notre produit, notre entreprise tout en avançant, on va dire, aux côtés de nos clients. Et donc c'est effectivement pour ça qu'au tout début, on a fait ce partenariat avec Trésor, donc un établissement de paiement dont on était agent, et qu'on a pu, grâce à ce partenariat, se lancer rapidement. En gros, on a à peu près 1 an, sachant qu'on était les premiers clients de Trésor. Donc Trésor, c'est aussi un peu construit en même temps que nous, je veux dire. Mais du coup, en 1 an, avec Trésor, on a réussi à lancer Conto, un peu moins d'1 an, puisqu'on s'est lancé en juillet 2017. Et on n'aurait jamais pu, de manière très honnête, on n'aurait jamais pu se lancer aussi vite si on avait tout fait tout seul. Et donc on est très content d'avoir fait ça avec Trésor. Et puis ensuite, quand on a vu qu'il y avait une vraie traction client, un vrai besoin, que ce qu'on faisait répondait à une vraie demande, une vraie frustration, on s'est dit, on va vouloir maintenant grossir, grandir, et puis aussi peut-être être un peu plus maître de certains processus, de certaines activités, toujours pour le bien de nos clients, c'est-à-dire pour être capable d'apporter un service encore meilleur, encore plus proche de nos clients. Et ça, l'étape assez naturelle, en tout cas c'est ce qu'on a considéré à l'époque, et on est très content de l'avoir fait, c'est de devenir nous-mêmes établissement de paiement et du coup de pouvoir internaliser une partie de services qui nous semblent très importants aujourd'hui et qui étaient à l'époque prestés par notre partenaire Trésor. Et donc c'est comme ça qu'on a fait donc ce changement en se disant on va avoir encore plus d'autonomie d'agilité pour coller au mieux aux besoins et aux demandes de nos clients. Ensuite, donc ça c'était il y a déjà 1 an ou 2, et puis pour faire ça, on a construit notre core banking system, donc le moteur bancaire qui permet de gérer toutes les transactions. On a hésité d'ailleurs à un moment à regarder en externe ce qui se faisait, etc. Et puis finalement, on a vu que, vu les besoins qu'on avait et vu les compétences aussi de notre équipe, ce serait mieux ou un meilleur compromis de faire ça en interne. Et donc, on l'a fait en interne. On est très content. Évidemment, c'est un gros investissement. Ça a pris une petite année de développer ça. Mais on est très content d'avoir fait ça. Et puis ensuite, on s'est dit, on maîtrise bien donc toute cette partie paiement. Une des demandes de nos clients, en tout cas de certains de nos clients, pas du tout de tous, mais certains de nos clients, c'est de pouvoir avoir accès avec Conto, via Conto, à des services de crédit, pour le dire très vite, notamment ligne de crédit, éventuellement du découvert, etc., ce genre de choses. Et donc, nous, on s'en fiche un peu d'avoir un agrément d'établissement de crédit en tant que tel. C'est vraiment pas une fin en soi pour nous. Mais donc, on s'est dit, ça, c'est une option pour pouvoir apporter donc encore plus de services à nos clients. Et donc, il y a de manière assez naturelle, il y a deux options qu'on regarde. L'option de devenir nous-mêmes établissement de crédit pour pouvoir apporter ces services nous-mêmes, et puis l'option de pouvoir faire des partenariats pour apporter de manière intégrée avec Conto, dans Conto, des services, des produits de crédit. Et ça, c'est toujours à l'étude ? Sur l'étude, on va probablement faire d'abord des partenariats et peut-être qu'en plus, on fera aussi, on deviendra aussi nous-mêmes établissement de crédit. Mais dans un premier temps, je pense qu'on fera des partenariats, toujours un peu dans la même optique que ce que j'ai pu décrire avec Trésor pour la partie paiement. C'est-à-dire que si on veut apporter rapidement un service à nos clients, tester, calibrer, bien comprendre, ça a beaucoup de sens de pouvoir s'entourer des bons partenaires, sachant qu'en plus, depuis 3-4 ans, en fait, depuis qu'on a créé Conto,
il y a quand même une énorme innovation fintech. Et donc, il y a plein de gens, plein d'entreprises qui se sont spécialisés sur différents sujets. Et donc, nous, on n'a pas forcément vocation à tout refaire nous-mêmes. Si on peut, en s'associant, en s'intégrant bien avec des sociétés qui font des choses intéressantes, on peut apporter plus de valeur à nos clients. On est ravis de le faire. Et c'est aussi dans cette optique qu'on a développé notre plateforme Conto Connect, qui, comme son nom l'indique, permet de connecter à Conto pas mal d'outils et de services connexes sur la comptabilité, sur la facturage, sur pas mal de sujets. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on va regarder des partenaires qui peuvent apporter à nos clients des bonnes solutions sur la partie crédit. Super, écoute, tu me fais une petite transition là, nickel, merci beaucoup sur la partie Connect. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est aussi comprendre, donc au cours des épisodes de FinScale, les différentes connexions des sociétés, des établissements les uns avec les autres. Puisque donc, vous avez fait des intégrations avec plein de services pour offrir de la comptabilité à vos clients, la réconciliation TVA, aider à la gestion des dépenses. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, en gros, les grandes intégrations majeures par, je dirais, famille, pour qu'on se rende compte ? Oui, alors les intégrations, il y en a effectivement de plus en plus. Je pense qu'il y a... alors déjà, c'est important, je pense, de préciser, on fait aussi des intégrations par pays. Oui. Là, je vais donner des exemples probablement plus sur la France, qui est peut-être un peu plus avancée en termes d'intégration. Mais il y a exactement la même stratégie sur tous nos marchés, donc nos 4 marchés, avec des partenaires et des logiciels avec lesquels on s'intègre localement, évidemment, pour chacun de nos marchés. Je pense qu'on a effectivement différents sujets. Alors, on a un gros sujet qui est la comptabilité. Oui. Donc, vraiment faciliter la comptabilité, qui est très intimement liée au compte courant, parce qu'une grande partie de la comptabilité, même si on est en comptabilité d'engagement, une grande partie se trouve dans le compte courant. Et donc là, on a, je ne veux pas dire de bêtises, mais on a, je pense, une vingtaine de partenaires, que ce soit Dougs, Ça compte pour moi, Compta Clémentine, Akazi, Penny Lane, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Je m'arrête là, mais voilà, il y en a beaucoup. Il y a des intégrations dans Conto Connect sur la partie paye, par exemple. Donc, on a un partenariat avec PayFit, on a annoncé il y a quelques mois maintenant, évidemment, qui fonctionne très bien. Il y a des sujets sur la partie terminaux de paiement. Donc, on a un partenariat avec iZettle, par exemple, pour les entreprises ou les entrepreneurs qui veulent avoir un terminal de paiement physique. Donc, il y a une intégration dans Connect pour iZettle. Et puis après, il y a des sujets plus de SaaS ou d'outils d'entreprise qui sont utilisés par pas mal de TPE, PME, pas spécifiquement finance, mais par exemple Slack, une intégration avec Slack qui permet de pouvoir visualiser directement dans Slack son solde, les alertes, etc. Et donc de fluidifier encore plus la gestion de son entreprise, des finances de son entreprise via Slack. Et puis un dernier exemple d'intégration, c'est dans le monde de l'assurance. Pour l'instant, c'est notre premier partenaire, mais il y en aura probablement d'autres, avec AXA, et notamment sur une offre spécifique qu'on a négociée, qu'on a packagée avec AXA, vu les besoins qui étaient remontés par nos clients sur la responsabilité civile, enfin l'assurance responsabilité civile professionnelle, et notamment pour toutes les entreprises qui se créent avec nous. En fait, on avait souvent la question qui était: c'est quoi le conto de l'assurance, ou avec qui vous me recommandez pour ma RC Pro, donc la responsabilité civile professionnelle? Et on ne savait pas trop quoi répondre, et donc on a creusé, on a fait petite RFP, on a vu différents partenaires, on a donc négocié une offre spécifique avec AXA, avec des tarifs, un niveau de service, etc., qui nous semblait pertinent pour nos clients. Et donc, c'est ça qu'on propose à nos clients. Il n'y a évidemment aucune obligation, mais notre but, c'est vraiment de leur simplifier la vie sur un maximum de sujets. Et donc, quand il y a ce genre de sujet qui nous revient des dizaines, voire des centaines de fois, on essaie de trouver la bonne réponse, quoi. Super. J'ai aussi vu que vous aviez du factoring. Oui, effectivement, on a une offre de factoring avec Edebex,
qui est plus du coup sur qui est, on va dire, qui commence à être dans le monde du crédit. Donc c'est là où aussi on voit typiquement que on n'a pas besoin nécessairement d'être un établissement de crédit pour proposer du factoring et typiquement ou de la facturage. Et typiquement, c'est un bon exemple. On a d'autres partenariats de ce genre en tête. Avant de potentiellement être nous-mêmes établissement de crédit, parce qu'en fait, le petit papier établissement de crédit, il suffit pas à proposer la facturage et pas mal d'autres choses. C'est le point de départ, mais ensuite, il y a pas mal de temps avant de pouvoir offrir les bons services qui vraiment simplifient la vie du client. Et donc, nous, de la même manière qu'au début, on mettait pas on va dire, on n'avait pas d'objectif en soi d'être établissement de paiement, mais plutôt d'apporter vraiment des réponses et des solutions à nos clients. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé avec Trésor. Là, de la même manière, on met pas forcément d'honneur ou de fierté spécialement à être établissement de crédit le plus rapidement possible. En revanche, ce qu'on veut, c'est apporter des solutions concrètes à nos clients et leur faciliter la vie au quotidien, quelle que soit, on va dire, la licence ou le petit bout de papier qu'on a. Voilà, quoi. Ok, parfait. Alors, on arrive à la fin de notre discussion, mais avant qu'on clôture, j'aimerais juste que tu nous parles des investisseurs de Conto. Parce que vous avez quand même levé 136 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons, auprès de fonds comme Alven, Valar, mais également la BEI et Tencent. J'étais intéressée de savoir pourquoi vous aviez choisi ces fonds-là en particulier et en quoi l'arrivée d'un acteur comme Tencent dans le capital de Conto va vous permettre d'accélérer, que tu nous donnes un petit peu plus de transparence sur le choix des investisseurs. Oui, bien sûr. Le choix des investisseurs, c'est une alchimie, je pense, de plusieurs choses. C'est les conditions financières. Donc, en gros, quand il y a plusieurs offres sur la table, on regarde les conditions financières, évidemment. On regarde l'expérience des fonds, des investisseurs en question. Donc, est-ce qu'ils ont une expérience d'avoir accompagné des sociétés qui ont beaucoup grossi, beaucoup scalé en Europe, dans le monde, etc. Est-ce qu'ils ont une expérience sectorielle dans la fintech, dans des établissements de paiement, établissements de crédit, etc., etc. Et puis une expérience sur tout un tas de sujets pour effectivement donc scaler. Et puis le troisième point, c'est comment les différents investisseurs qu'on a autour de la table se complètent bien, évidemment, exactement comme dans une équipe. Le but, c'est d'avoir des gens différents pour être, pour avoir le meilleur de cette base, et notamment quand on a des discussions en board meeting, le but, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas forcément tout le temps d'accord ou qui sont en tout cas des points de vue un peu différents, etc., pour justement créer plus de valeur et qu'il y ait des débats et des discussions plus intéressantes. Et donc, en l'occurrence, nous, si je fais rapidement l'historique, quand on a créé Conto, on a levé dès le début avec Alven, un des meilleurs VC français, et Valar, fonds américain lancé initialement par Peter Thiel, donc le cofondateur de PayPal, qui est toujours un investisseur assez spécialisé fintech, mais global. Et donc, on avait allié un investisseur, on va dire, généraliste français et un investisseur spécialisé et global. Et donc, c'était un bon attelage, un bon duo, si je puis dire, pour avoir à la fois le côté spécialiste fintech, comment on scale une fintech en Europe ou dans le monde, et l'acteur Alven, donc l'acteur plutôt français, de comment en France on arrive à scaler au début, les étapes, l'équipe, le recrutement, voilà, pas mal de sujets un peu plus locaux, on va dire, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, en tout cas schématiquement c'était ça. Et puis ensuite on a donc d'autres investisseurs effectivement qui nous ont rejoints, et là on les a choisis, parce qu'on a eu le choix en fait à chaque fois, on a eu la chance d'avoir le choix à chaque fois. Effectivement, avec un mix de conditions financières, et d'ailleurs, on n'a pas toujours pris les mieux disants financièrement, mais c'est évidemment un point qu'on regarde, on va pas se mentir. Le deuxième point, c'était l'expérience, et typiquement pour les deux que tu citais à la fin, enfin en tout cas Tencent et DST, donc les deux qui nous ont rejoints au dernier round, à la série C qu'on a faite qu'on a annoncé en janvier 2020. C'est des entreprises qui ont investi dans des dizaines, peut-être que des dizaines, oui, non, si des dizaines de licornes dans le monde entier, y compris dans les services financiers. Et donc, c'est très, très intéressant pour nous d'avoir des gens qui ont investi, par exemple, dans Nubank, la première fintech et la première start-up, en fait, je pense, latine-américaine, qui est une néobanque plutôt au Brésil.
Qui est au Brésil, ouais, exactement, qui a des millions, même des dizaines de millions de clients, qui, je crois, a été valorisé 30 milliards à la dernière levée de fonds. Bon, enfin, des chiffres assez astronomiques. Oui. Mais indépendamment directement ces chiffres, c'est une entreprise qui s'est énormément développée très vite, qui a grossi ses équipes, qui maintenant est en train de s'étendre au Mexique, en Colombie, etc., etc. Et donc, avoir l'expérience d'une startup comme ça et avoir vu une startup comme ça se développer, c'est très intéressant pour nous parce que nous, on fait quelque chose de similaire, on va dire, en Europe. Oui. De la même manière, Valar, qui a investi dans TransferWise il y a une dizaine d'années et qui a vu TransferWise passer d'une petite société à une très grosse boîte de 3000 employés qui va, je crois, faire son IPO dans les prochains trimestres, etc. C'est ce genre de parcours qu'on aimerait bien faire, sans avoir de timing très précis en tête, mais en tout cas, c'est évidemment très utile d'avoir des gens qui ont côtoyé les entrepreneurs qui ont fait ça de manière très proche, surtout sur la durée, et qui du coup peuvent nous apporter leur expérience, leur expertise là-dessus. Et donc Tencent, plus particulièrement, c'est exactement pareil. C'est juste, alors il se trouve que c'est une très grosse entreprise tech chinoise, mais c'est pas tellement ça qui nous a, on va dire, séduit, ou en tout cas pas directement. C'est plutôt le fait qu'ils sont depuis, je dirais, une dizaine d'années aussi des gros investisseurs tech. Et donc, ils ont investi dans Nubank et dans d'autres, j'en cite que un là, mais ils ont investi dans des dizaines de sociétés. Et donc, ils ont une activité vraiment d'investisseurs tech dans le monde entier. Et c'est ça qui est très intéressant pour nous. Et évidemment, vu la taille qu'ils ont aussi, comme on dit, des deep pockets. C'est-à-dire que si on doit relever de l'argent dans les prochaines années, c'est très probable que Tencent puisse suivre l'accompagnement qu'ils ont aujourd'hui et que donc on puisse s'appuyer sur eux pour continuer à se développer. Tout à fait. Merci beaucoup. Écoute, Alexandre, on va devoir se quitter. Est-ce que tu pourrais nous recommander un petit bouquin pour les auditeurs et pour moi qui t'inspire? Ouais, alors il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui est pas très tech, en tout cas pas sur a priori, mais c'est la biographie de Magellan de Stefan Zweig. Tout à fait. Recommandé aussi déjà par Pierre Dutaret sur l'épisode Libéo, tiens. Ah bon, c'est marrant. Que je connais bien Pierre aussi, mais je savais pas qu'il avait recommandé ça. Et donc donc je trouve que je trouve que le bouquin est assez incroyable, c'est assez court, mais ça, voilà, je trouve que c'est évidemment un aventurier incroyable et c'est assez les détails des biographies de Zweig sont toujours assez étonnants et je trouve que c'est assez magique de s'imaginer sur un de ces 3 bateaux parcourant les océans, etc., revenant après plein de problèmes voilà. Et je trouve que ça permet aussi de s'évader un peu dans cette période Covid et confinée. Donc voilà, mais donc c'est un petit bouquin que j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, Alexandre. À bientôt. Merci, Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.